Ok. Bonjour. Tu m'entends? Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, Foucault. Super. Yes, Ah, nickel. nickel. Trop bien. Bon, bah, bonjour à tous. Je masque ça. Ça se, ouais, ça se rec. Ça s'enregistre. Donc, c'est nickel. Louis, je te propose qu'on attende peut-être 2 minutes, 2-3 minutes avant de démarrer, le temps que les Ouais, gens ouais, ouais. finissent leur café et nous rejoignent. Tiens, t'as une idée de sondage en attendant? Nouveau sondage. Je pensais effectivement à un sondage sur ta coupe de cheveux. J'ai l'impression que ça a pas mal poussé ces dernières semaines. Ouais, ouais, ouais. Bonjour à tous, ouais, je vous vois. Salut Amaury, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu. Il faut les couper. Ah, voilà, il y en a un qui te dit qu'il faut que tu les coupes. Foucault te dit de les laisser pousser. Donc voilà, voilà, on est vraiment, Ah, mais si ça pousse, ça fait on un est brushing, vraiment, c'est voilà, tu terrible. vois là, j'ai l'impression d'être à l'Assemblée nationale. Tu as 3 avis différents. Xavier, évidemment, tu es le plus beau, on coupe pas. Ah, Thibaut est beaucoup plus technique. Il te propose de raser les côtés. Ah, ouais, comme les Espagnols. Et Non, Pierre quand te même dit de pas. couper. Pierre Garel. Et je sais pourquoi Monsieur Garel te dit de couper les cheveux. Euh, Bon ben hop, voilà, je pense que sur le sondage, il y a beaucoup de gens qui te proposent de raser soit sur le côté, choisir. soit au-dessus. Sondage. Tata. Attends, moi je fais un sondage sérieux. Hum, Pardon, excuse-moi. Voilà. Non, mais on teste, on teste. Une petite tonsure. Tiens, regarde, écoute. Je pense que Pierre, il a des bons avis sur moi. Sur moi. Il me connaît maintenant. Allez. Alors, On attend encore une minute, hein. ouais, ouais, on a 34 people. Une petite minute et on va y aller. Hum. Salut Eliane. 20 secondes. Allez, démarrer il y a 2 minutes. On est parti? Allez, c'est parti. Ok. Alors, Bon ben, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir aujourd'hui autour d'un sujet qui est plutôt sympa, on va dire. Alors, n'hésitez pas, durant le show de Monsieur Louis Dubruel, de poser vos questions, vos commentaires, si vous avez des astuces à partager dans le chat. Moi, je serai votre porte-parole. Donc, à tout moment, j'interromprai Louis sans souci. On démarre du coup. Je vais peut-être vous présenter très rapidement parce que vous n'êtes pas là pour ça. Qui on est. Donc, Unnest, donc c'est une agence qui a été créée il y a 3 ans, donc on est vraiment très très jeune. On est 35 aujourd'hui, plutôt des profils seniors et qui ont à la fois travaillé chez l'annonceur dans des directions marketing sur des sujets d'audience, des sujets d'acquisition, mais également qui ont travaillé dans le conseil auprès d'agences. Donc, on a vraiment cette bicéphalité qui est importante dans le conseil. Sur les activités qu'on mène, on est vraiment sur toute la chaîne de la data marketing, donc depuis le tracking analytics, la data ingénierie et l'analytics engineering, évidemment la partie BI qui concerne l'équipe de Louis avec tout ce qui est dashboard design et également la partie data analyse qui est dans l'équipe de Louis et de Romain, où là, on est dans l'accompagnement, la prise en main, l'adoption, l'usage. Vous savez que c'est un sujet qui est essentiel lorsqu'on a une stratégie data-driven, donc d'accompagner vos users finaux. Voilà, très rapidement, quelques clients avec lesquels on travaille maintenant depuis 3 ans. On est vraiment sur tout type d'activité.
On a des grands comptes assez classiques, hein, les L'Oréal, Club Med, etc. On aime beaucoup travailler avec des startups parce que ça rafraîchit les équipes. Elles sont assez férues de problématiques sur des secteurs d'activité qu'on n'imagine même pas. On est sur du média, on est sur de la santé. On travaille aussi avec des agences partenaires qui souvent ont des pôles data, mais n'ont pas forcément l'expertise pour être opérationnels et faire du vite et bien. Donc ça, c'est notre force de frappe, effectivement. Voilà, je m'arrête là et je te passe la main, Louis, pour la Ouais. suite. Alors, donc ouais, pour cette présentation, donc en fait, pour la petite histoire, c'est une présentation que j'ai fait au Mesure Camp il y a de ça quelques semaines. Et on a décidé d'en faire un webinar. C'est vraiment une très orienté, même pas du tout orienté data, au final. Je ne fais pas de data, je déteste la data, c'est faux, mais l'idée, c'est vraiment de parler de design, voire du e-design, vraiment le fond du fond, et de vous faciliter la vie dans l'usage de Looker Studio. Donc, au final, ça fait donc 5 ans que je fais du design et que je m'efforce à faire du design sur Looker Studio. J'ai commencé chez France Télévisions quand j'étais chez SourceForesight en tant que consultant SEO. J'ai découvert en 2019 Data Studio euh, et j'ai pas arrêté de faire du Dash depuis ce moment-là. Je suis rentré chez Unnest au tout début. J'ai contacté Nicolas sur LinkedIn et je lui ai dit tu veux pas quelqu'un qui fait des dashboards. Il m'a dit oui. Honnêtement, l'entretien a dû durer 10 minutes et c'est comme ça que j'ai pu commencer à faire vraiment à rentrer un peu dans ce milieu et à étendre un peu de connaissances par rapport à la data, bien sûr, la modélisation du code. On a fait du Dash jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale. Et en fait, moi, je continue. J'ai continué pendant 2 semaines quand même à être présent à la faire du Dash. Cette session, c'est vraiment pour démystifier un petit peu. Enfin, on a beaucoup de personnes qui utilisent Looker Studio, notamment aussi chez Nest, hein, qui sont pas. Enfin, c'est normal, c'est pas leur outil de BI de cœur, et qui disent mais c'est vraiment c'est relou. C'est relou. Je mets un trait, ça marche pas, j'arrive pas à déplacer tel élément, tel élément. Il y a toujours des frustrations utilisateurs sur Looker Studio, et pourtant. Au fur et à mesure des dashboards, enfin sur 150 dashboards que j'ai pu faire, bah, on trouve des petites astuces qui font qu'on va plus vite sur la partie design, sur la partie UI design notamment, qui est la partie la plus, on va dire, ouais, la plus freestyle sur Looker Studio. On fait la data, on crunch, on a la bonne data, le KPI est beau, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je vais placer ça, tel titre, je vais utiliser les features de base de Looker Studio. En fait, bon. Pas forcément parce que elles sont le design n'était pas une priorité forcément pour Looker Studio depuis. Ça change, ça change. Ils ont mis quelques features, ils ont release vraiment des features récemment sur l'outil qui sont très intéressantes. Jamais au bout de l'expérience utilisateur, mais c'est utile. On en verra quelques-unes. Ça peut être utile sur des dashboards pour aller plus vite. Donc l'idée c'est de vous simplifier la vie et que vous puissiez arrêter de hurler devant votre écran en faisant un dashboard et passer 6 heures à faire du design alors que c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Donc, alors attends, hop, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. La méthode. Alors attends, c'est peut-être, je sais pas. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Okay. Donc ma méthode anti-stress, notre méthode, c'est celle qu'on applique chez Nest depuis un peu 3 ans, c'est 24 et non pas 42. 42 le sens de la vie, 24 le sens de je ne l'ai pas. Mehdi, si tu trouves la phrase, je veux bien. Donc 24, pourquoi? Première étape, 24 pixels. Voilà. Donc en fait, 24 c'est quoi? 24 c'est alors je l'ai appris après parce que au début j'ai trouvé 24 comme nombre de pixels intéressant sur ce que je vais vous présenter parce que c'est une base 12 et donc c'est divisible par 3
4. Alors, j'ai fait un bac S, mais je m'en souviens pas du tout. Et c'est des maths. Et donc, en fait, c'est divisé par 3, 4, 6, 12, 24. Et c'est aussi des multiples, comme on le verra, il y a des multiples très intéressants qui correspondent au standard du web. Donc, 24 pixels d'un coup de flèche. Pourquoi d'un coup de flèche? Parce que sur Looker Studio, on a la possibilité, par défaut dans le report, dans le thème, de définir la taille d'un pixel. Et la taille d'un pixel, c'est l'équivalent d'un coup de flèche. Alors ici, les GIFs ne fonctionnent pas parce que c'est un PDF, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si vous avez les paramètres de grille, donc par défaut, Looker Studio le met à 50, aucune raison de le mettre à 50, honnêtement. C'est un espace beaucoup trop grand pour un coup de flèche. Vous avez peut-être déjà vu, ça fait des écarts un peu, voilà, il y a des règles dans le design qui font qu'il faut que les éléments soient proches pour avoir un sens. On le verra également. Et donc, on passe à 24 pixels et ça permet de pouvoir, ici, si vous voyez bien mon écran, sur ce template-là, si je me mets en edit, ici, ça permet de pouvoir récupérer tout un asset. Donc là, cet asset-là, il est composé de 4 éléments. Un titre, un scorecard, titre texte, pas le titre par défaut des graphes de Looker Studio, un scorecard, une description, un widget. Et en fait, si je bouge tel élément, je vais le bouger de 24 pixels. Okay, donc là, si je me mets contre le bout du canevas sur le côté, je fais 2 coups de flèche et j'arrive, vous voyez pas, mais sur mon écran, là, je fais 2 coups de flèche et j'arrive à 48 pixels. Donc ici, si je veux une marge de 48 pixels, j'ai 48 pixels. Donc là, c'est assez intéressant et ça marche aussi à l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent un peu le web, je pense que tout le monde a déjà fait du web, tout le monde connaît ça. C'est le padding. Donc ici, à l'extérieur, on a le margin, ici, on a le padding. On voit que, d'ailleurs, il y avait un petit pixel de décalage. On voit qu'ici, si je fais ça, j'ai donc 24 pixels de padding à l'intérieur de mon widget. D'accord? Je peux aussi m'amuser à le faire au-dessus, sur les côtés. Voilà, là, j'ai 24 et 24. Et en fait, ça simplifie tout, parce qu'après, si je copie, alors d'ailleurs, ouais, ça marche. Et là, je bouge avec les flèches. Ça marche pas parce que ils ont fait une petite release. C'est un peu l'effet démo. Mais il faut resélectionner des choses. Donc, c'est une petite release. Et voilà. Et là, je vais bouger ça et je vais les aligner. Vous voyez qu'ici, hop, j'aligne automatiquement les deux widgets. Donc c'est une découverte qui a changé un petit peu la façon de faire les dashs. Et je vous conseille largement de faire ça. Parce que ça permet d'aller dupliquer chaque élément et de les aligner parfaitement sans avoir à utiliser les fonctions d'alignement. Il y en a. Align horizontally, align vertically, distribute, etc. Mais ça, c'est pas hyper fou. Restons simples. 48 sur les côtés, 24 en padding. Vous mettez 48 si vous voulez mettre plus d'air. On va y revenir. On va parler de doubler les marges commerciales et design d'ailleurs. Et donc voilà. Ça, c'était pour la première astuce. Ça nous donne quoi? Ça nous donne, on peut réussir ces alignements d'assets sans stress. Ici, on voit bien, tout est bien aligné et je n'ai pas utilisé la souris ni le trackpad. J'ai utilisé les flèches du clavier. Donc, mon premier conseil, c'est pas de souris, utilisez les flèches. Pour ceux qui utilisent Mac, enfin moi, je déteste les souris. En vrai, enfin les animaux et la souris, quoi, aussi. Et donc, j'ai configuré ça pour pouvoir utiliser les flèches. Voilà. Enfin, c'est très, très intéressant. C'est pas Mehdi. Double T-marche. Ça, c'est le petit... ça, c'est issu du design, cette règle. C'est le fait qu'ici, je vous l'ai montré juste avant, à l'intérieur comme à l'extérieur, on va essayer de mettre de l'air. Chaque élément il va être séparé de 24 pixels, de 48, pas de 12 pixels. 12 pixels, c'est très proche. 12 pixels, ça fait vraiment... déjà, il faudrait mettre le pixel à 12, fait. Mais si vous mettez 12 pixels, ça va rapprocher énormément les éléments. Il faut mettre plus d'air. Déjà, moi, je trouve que ici, je pourrais m'améliorer aussi. C'est bien, c'est carré, mais
ça mériterait d'avoir peut-être un peu plus d'air aussi sur certaines choses. Mais on peut toujours être critique de tout. Là, on voit bien, on a de l'air ici. Et la règle, c'est donc de toujours faire un coup de flèche supplémentaire. Si vraiment, enfin, il ne faut pas avoir peur de faire un coup de flèche supplémentaire et de doubler ses marges. Exemple, là, on a un exemple de Looker Studio qui est une newsletter Weekly Ads de Google Ads sur les performances de Google Ads qui est envoyée en PDF automatiquement par mail et dans le corps des mails des utilisateurs. Et l'idée, c'était vraiment de centrer l'information, de se dire là, j'ai du blanc pour laisser la lecture. On le sait bien, hein, sur les newsletters, on est plus, on met des informations capitales, bien visibles de l'utilisateur. Et j'ai donc mon overview et j'ai tout de suite aucun élément qui va qui va me déranger dans la lecture de cette newsletter parce que j'ai laissé pas mal d'air sur les côtés. Et ça permet aussi en storytelling d'ailleurs de travailler avec les alignements, de se dire ce texte-là, est-ce que je le mets sur le côté. Donc ça, c'est l'exemple. Le troisième point, toujours lié aux 24 pixels, vous allez voir, c'est 12 colonnes. D'ailleurs, 12 colonnes, 24, hein, 24 divisé par 12. Pour ceux qui ont fait du web, alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions, mais en tout cas, je continue. Je me dis, tu m'arrêtes s'il y a une Non, question. tu peux continuer. Pour l'instant, tu peux continuer. Donc, je pense qu'il y en a qui connaissent la méthode Bootstrap. La méthode Bootstrap qui s'applique au web, qui nous indique qui nous dit de séparer notre page en 12 colonnes. Et on le voit bien avec les spans ici. Donc, on a des spans 12 colonnes, puis un span 4, il va récupérer 4 colonnes avec une gouttière. Le span 8, il récupère 2 spans 4, et le span 6, etc. Et le span 12, c'est toute la largeur des 12 colonnes. Donc, on se retrouve avec un dashboard qu'on va splitter en 12 colonnes. Donc, on a nos 48 pixels de marge sur qu'on voit sur la droite ici. Et on commence nos 12 colonnes à partir de ces 48 pixels. On laisse l'espace sur les côtés. Notre gouttière, toujours un coup de flèche, 24 pixels. Et on va définir donc notre largeur de colonne en fonction de la largeur du canevas, évidemment. Et c'est assez intéressant parce que 1920 pixels, c'est un multiple de 1920. 1920, c'est une largeur hyper standard, 1920 par 1080, 1632, 1400 et quelques, etc. Tout ça, ces largeurs standards de web sont des multiples de 24, de 12. Donc, c'est une base 12. Donc, c'est multiple de 24. Et donc, on peut se standardiser. Le but, c'est toujours d'aller vite. C'est toujours de ne pas se poser de questions sur le design. Donc, on standardise, on se dit, non, moi, mon canevas fait 1920. Mes gouttières font 24 pixels. J'ai mes colonnes, j'ai mes widgets. Je les cale sur ma grille sans me prendre trop la tête. Le but, c'est pas non plus d'aller le pixel près est important si on veut pousser les choses, mais c'est pas non plus le but. Le but, c'est de très vite définir le thème. Donc, pour répondre à la question de Clément, c'est dans le thème, donc on définit le pixel size dans le thème donc and layout. Donc, si je reprends ici, je vais dans le thème et layout, je customise ici, et c'est pas là, évidemment, c'est là, le layout. Donc ici, on voit bien, bon, par défaut, j'ai mis 1632 sur celui-là, hein, qui est un multiple de 24 également. Et c'est ici, Clément, dans les grid settings, où je définis mon pixel size. Et c'est ici où je vais définir ma largeur de canevas. La largeur de canevas, hors menu, on va le voir, hors les artefacts de Looker Studio et le template. Et la hauteur, 1080 par défaut, on peut monter à 1200. Et on peut aller plus loin si on est sur de l'exploration, ça on le verra également. Je vous montrerai les templates que nous on utilise. Mais on standardise. En fait, ces règles-là permettent de dire, dès que j'ouvre un dashboard, je vais tout de suite
dans mon layout. Je tape 24 ici, je tape 1920 ici, et je copie-colle mon encart, choses comme ça. Voilà. Donc, il y a aussi des astuces là-dessus. Après, j'ai d'autres customisations que je peux standardiser, mais ça, c'est vraiment la base de tout. Et donc, on retrouve toujours notre 24 pixels, un coup de flèche. Bon, ici, c'est drôle parce que c'est 80 coups de flèche, mais on le fera jamais. On va pas faire 80 comme ça, voilà. Mais c'est un multiple. Et c'est ça l'important. Le texte. Alors là, on sort un peu de la règle des 24 pixels. On va plutôt parler de la taille de texte minimum. Ça, c'est des feedbacks utilisateurs que j'ai eu très souvent au début, parce que je m'attardais à ce que ce soit assez joli. C'est vrai. Au début, j'étais plutôt en mode, on verra, c'est plutôt en mode très minutieux. Ok, moi, je veux que ce soit exactement comme ça, qu'il y ait de l'air à l'intérieur des cellules de tableau, etc. Le problème, c'est que le responsive design de l'outil Looker Studio, il est pas fou. Il est pas fou, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont créé ça pour un client américain chez eux. Et après, ils ont brodé pour en faire un produit qu'ils ont release à tout le monde. Ils se sont dit, c'est génial, on va le déployer à tous les utilisateurs du monde entier. Comment ça fonctionne? Quand on a le fit to it activé, bien sûr, parce que ici, ceux qui connaissent également, on a deux façons de display. Le fit to width où, quelle que soit la largeur de mon navigateur, mon canevas va se réduire. D'accord. Donc ici, il se réduit en fonction de la largeur. Et le actual size, que j'active jamais, sauf si vraiment on est sur une largeur de canevas très faible et que c'est un usage, c'est que là, on va, d'ailleurs là ici, il fait toujours un fit to width, mais peut-être parce que c'est pas mis à jour, je sais pas. Mais il va cropper finalement au moment où la largeur de l'écran sera en dessous de 1920 pixels ou de 1632 ici. Donc il va cropper l'écran. Donc on va devoir scroller horizontalement, ce qui n'a aucun intérêt pour l'utilisateur, je trouve. Donc quand ce fit to width est activé, on a donc une responsivité en scalable, scalable resizing design. C'est-à-dire que tout se réduit de façon scalable. Et le texte également. Donc, si on met un texte en 14 pixels et que l'utilisateur a un Lenovo, un PC tout pourri qui est sur une résolution, et ça arrive beaucoup, hein, les petites résolutions, les gens sont sur des petits écrans parce qu'ils mettent pas le double écran, etc. Où c'est les commerciaux, ils sont sur des petits écrans parce que il faut bouger, avoir un ordi qui est pas très lourd. Et ben, ils vont voir le texte rapetir énormément. Donc le 14 pixels va devenir du 9 pixels pour eux. Et 9 pixels, le 12 pixels va devenir du 9 pixels. Et le 9 pixels sera illisible, clairement, sur un petit écran. Et on a la problématique que le menu, lui, n'est pas responsive. Donc il reste, c'est-à-dire que la largeur ici, elle reste. Et le petit header de Looker Studio ici est à moitié responsif, c'est-à-dire que ces éléments-là se rapprochent, mais à un moment, ça se superpose, on fait, ça devient moche. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ces utilisateurs-là. Et aussi, je crois que c'est Nicolas qui m'avait dit, enfin, c'est vraiment dans les feedbacks que j'avais eu au tout début, c'est non, non, mais attends, il n'y a pas que ceux qui ont une bonne vue qui regardent les dashboards. On a aussi des gens qui ont des bonnes vues, qui sont plutôt, voilà, les C-level, des gens où ils ont besoin d'avoir de l'information directe, quel que soit le design. Et donc, on se retrouve avec, voilà. Donc, l'idée, c'est si c'est trop petit, de toute façon, l'utilisateur ne le lira pas. Et comme on ne peut pas anticiper toutes les largeurs d'écran avec ce type de responsivité, on est un peu, il faut qu'on se contraigne à se standardiser des tailles de pixels minimum. Donc, dans les labels, moi, voilà, ce que je préconise, c'est 14 pixels minimum. On peut même aller à 16 pixels. Après, ça fait vraiment gros, ça dépend. Et les en-têtes, 16 pixels. Ok. Juste augmenter de 2 pixels un peu la taille de 12 pixels minimum qu'on voit un peu partout en UX design et en UI design, mais même qu'on voit peut-être plus maintenant d'ailleurs, je pense que ça c'est passé.
Et, et donc, les utilisateurs s'en porteront bien mieux. Donc voilà, on voit que on a des gros KPI 1395 bien visibles, du texte en 14 pixels minimum en dessous. C'est une description secondaire. S'il l'a lu une fois, il n'a pas besoin de la relire, mais on l'affiche quand même pour tous les utilisateurs. Donc on est sur voilà, on choisit vraiment en fonction de l'information la taille de pixels de texte. Hop. Alors, est-ce que ça marche ou pas? Oui. Ensuite, la ligne de flottaison. Ça, pareil, c'est une règle qui vient du design web. Et elle dépend de beaucoup de choses sur Looker Studio. Elle dépend de la largeur du canevas. Si on a une largeur de 1200 pixels, la ligne, vous allez devoir, par défaut, le header va prendre de la place. On va voir très peu du haut de l'écran. Et l'utilisateur va devoir scroller. Si en revanche on est sur du 1920 pixels, la ligne de flottaison va naturellement remonter. Et vous allez avoir plus d'espace pour pouvoir afficher des éléments qui soient toujours lisibles, évidemment. On maintient la lisibilité. Donc, d'où le fait d'être sur du 1632 minimum en largeur de canevas ou du 1920, donc multiple de 24, toujours, parce que ça permet de remonter la ligne de flottaison. On a un autre sujet sur la ligne de flottaison, c'est que Looker Studio nous mange 64 pixels de hauteur avec son petit header qu'on peut auto-hide, etc. Mais l'expérience n'est pas folle non plus, mais ça peut fonctionner. Et donc, il faut faire attention à son propre header, qu'il ne soit pas trop gros, trop haut plutôt, parce que il faut mettre le minimum dans le header et utiliser l'autre partie du canevas, donc la partie du body, pour y mettre des filtres supplémentaires. Si vous avez 150 filtres à mettre, on ne met pas 150 filtres alignés en haut où on voit quasiment rien. Donc, nous, sur notre template de base qu'on duplique chez nous pour faire des dashs, voilà, pour que n'importe qui puisse faire des dashs, on a un header qui fait 142 pixels de haut et qui contient les informations qui sont plutôt importantes, hein, à savoir le branding, le logo. Alors, le jour où Looker Studio nous permettra de le mettre au-dessus du menu, on sera très content. La période sélectionnée, la date de dernière update, donc tout le contexte. On est sur quel contexte? D'accord? On peut faire varier les contextes ici. Les filtres principaux uniquement et les boutons d'adoption, les boutons de partage qui nous permettent. Et on pourrait aussi se poser la question de, dans le layout, au niveau d'ici, de mettre un petit auto-hide. Le problème du auto-hide ici, c'est que si on monte là, donc si on veut aller chercher le filtre contexte, on voit que on voit que l'utilisateur peut afficher une espèce de petit header là. Donc il y a des solutions pour ça, mais c'est des solutions du X, du Y, hein, un peu de contourner, plutôt que de pouvoir cliquer sur son bouton. Donc par rapport à ta question, Mehdi, sur la version mobile, donc il faut en effet créer une nouvelle version de dashboard, hein. On n'a pas de responsivité mobile. Alors, si Looker Studio Pro, c'est faux parce que Looker Studio Pro a mis en place une app qui permet de mettre en mobile automatiquement son dashboard desktop en fonction du placement des éléments. Ceci va se retrouver au-dessus, ceci, ça va se retrouver au-dessus, mais les traits, en fait, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, si on met un tout petit peu du design, ça devient n'importe quoi. Donc, il vaut mieux faire le dashboard soi-même avec son téléphone sur le côté et Looker Studio sur son écran. Et comme ça, on voit les changements en live et on peut grossir les filtres, se dire, OK, non, là, je grossis la typo parce que sur mon téléphone, je vois vraiment rien, etc., etc. Et il y a des règles aussi, mais ça arrivait, c'est très peu, ce sera le cas de faire des versions mobiles, ça arrive de temps en temps. C'est beaucoup moins standard. Là, l'idée, c'était de couvrir un maximum.
2 cas. OK pour ça. Donc nous, on est parti sur ce type de header-là, sur 2 lignes avec aussi le titre de la page intégré dedans. Priorisez les contrôles, élargissez votre canevas à 1920-1632. Alors, ça, c'est aussi un peu une méthode anti-stress, c'est de dire non. C'est de dire non aux clients. Souvent, il va y avoir des clients qui vont dire non, 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 en fait, c'est super ta page, mais j'aimerais bien avoir ça, 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 ça en plus. Mais tout sur une même page. Bah non. Non, non, je vais tu vas trouver l'information, je vais te donner l'information, mais on va travailler sur un parcours qui permet d'aller récupérer cette information au bon moment et que la bonne personne puisse la récupérer. C'est vraiment l'information euh, c'est montrer, un des principes, c'est quand même de montrer la bonne information au bon utilisateur au bon moment. On peut, si sur l'overview d'un dashboard, par exemple celui-ci, si on me dit non mais rajoute encore 10 KPI, ok. Alors moi je vais les catégoriser les KPI. Je vais essayer de faire un design qui me dit ok bon tu veux peut-être un cockpit et puis des boutons pour aller voir plus. Donc en fait je fais sauter toute l'analyse, tout le deep dive. Je fais un cockpit de KPI si c'est vraiment ça qu'il faut, avec des boutons pour aller voir plus sur chaque KPI ou sur chaque catégorie de KPI, chaque scope, session, utilisateur, landing page, etc., etc. Et l'idée, c'est de ne pas aller scroller. Là, ça va, mais sur le nouveau template, on est comme ça. C'est-à-dire que c'est du 1920 sur 1080. L'utilisateur arrive, il a toutes les infos et il va aller sur des pages annexes, voilà, pour aller pour trouver l'information. Et on va lui dire, hein, le but, c'est pas il la devine. On va lui dire que là, ici, si tu en veux plus, tu vas ici. Si j'ai un breakdown par catégorie, je vais avoir un bouton par catégorie et une page par analyse de la catégorie, par exemple. Euh, Équipe paid, équipe organique, équipe CRM, j'ai l'apport du business de l'équipe paid, l'apport de business de l'équipe organique, l'apport de business de l'équipe CRM. J'ai un bouton ici en dessous vers des pages dédiées à ce type de personnes, à ce type d'utilisateur. Et je crée un site web, je crée un outil, une navigation adaptée. Donc voilà. Ici, on voit qu'on a des stats. Donc, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a évidemment les pages, aller d'une page à une autre, mais il y a aussi des boutons de contrôle qui permettent de changer les valeurs sur une page. Ça, on va y venir aussi. J'ai envie de voir tous les produits. Je veux pouvoir faire voir mes datas sur des périodes. D'ailleurs, c'est pourquoi je vais pouvoir. C'est pas français, ça, Louis. Je vais pouvoir faire voir mes datas sur des périodes différentes. Une période personnalisée. Je veux une deuxième période. Je veux un year to date, un month to date. Je veux un month over month. Je veux un year over year. Voilà, ok. On a plein d'informations. Comment on fait? Je veux aussi que la granularité de mes axes soit jour, année, mois, seconde, semaine, minute. Je veux du temps réel. Tout ça, c'est des demandes qui arrivent très souvent, qui demandent de la modélisation, bien sûr, mais aussi en front, qui demandent une réflexion sur, ok, mais je ne vais pas t'aligner tout sur la même page, et tu vas scroller, tu vas voir année, puis ensuite une autre, les 10 dernières années, les 1000 dernières années, parce qu'une entreprise très vieille, et donc, on va trouver des solutions pour ça. Et ce que j'aime bien utiliser, ce qu'on utilise souvent ici, c'est les filtres prédéfinis et les boutons, qui sont le même asset infini. On sait on peut changer leur fonctionnalité. Et on se retrouve avec ça. Donc, j'ai des boutons. Donc là, le GIF ne fonctionne pas, mais en fait, on peut cliquer sur ces boutons de contexte, comme on a vu, je vous montrerai sur le dash. J'ai des boutons pour voir toutes les commandes, pour voir uniquement les précommandes. Donc en fait, ça, c'est un filtre qui va filtrer ma page et qui va dire Only précommande. Donc comme ça, l'utilisateur sait qu'en cliquant dessus, tout ça va changer. Voilà. Tout, total fait en cours, volume, etc. Tout va changer par rapport au contexte qu'il va donner.
et je vais pouvoir sélectionner différentes périodes. Et donc, je prédéfinis mes périodes. C1, C2, C3, year to date, month to date. On peut avoir un énorme truc de période comme ça. Et période. Alors ça, c'est toujours un truc. Et en plus, je veux pouvoir choisir ma propre période. Bon, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bouton période qui est un peu dummy, c'est-à-dire en fait, il fait rien. Mais ça indique à l'utilisateur qu'il peut utiliser ici que le filtre de période va fonctionner. Parce que si on est sur Year to Date, ce filtre-là ne fonctionne pas. Donc, il y a des petits jeux du design, griser ça, peut-être sur période, passer à une autre page et avoir le filtre actif. Et en Year to Date, on va sur, voilà, il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Ici, mes boutons d'intervalle, monthly, quarter. En fait, là-dedans, on peut mettre tous les types d'axes X qu'on veut. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'utilisateur va pouvoir sélectionner absolument tout. Il va avoir un format de date comme ça, où on va améliorer l'affichage, mais on peut l'avoir en mois, année, quarter, demi-quarter, période prédéfinie, etc., intervalle défini, voilà. Donc, on compacte tout. Tout ce qui est vertical, on le met à l'horizontale et on va compacter avec des boutons d'action. Voilà. On est ici, on a un système où on a des paramètres. On utilise beaucoup les paramètres pour ça. Les booléens sur des boutons qui permettent de filtrer la donnée. Des booléens ici, par exemple, pour tout. C'est un booléen non excluant, tout simplement. C'est tout. C'est juste un bouton qui dit reset en fait la page par défaut. Les time intervals, c'est une liste de valeurs d'intervalles qu'on aura définies avec le client. On peut en rajouter tant qu'on veut. Le système est scalable. Il n'y a pas de question à se poser. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir un UI ou un UX qui nous permet ensuite de rajouter une valeur sans avoir à dupliquer une page ou à rajouter un graphique. Où là, ça hyper relou dans la construction de notre page. Donc, on utilise les interactions utilisateurs pour délivrer des informations, donner la main à l'utilisateur pour filtrer soi-même son dashboard. Voilà. OK. Alors, il y a une question. Alors, il y a une question dans question. Oui. Tu as une question de Clément. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Alors, il y a une question de Clément. Il y a une question, bonjour, qu'est-ce qu'un coup de flèche? Un coup de flèche, pardon, c'est le flèche du clavier. C'est coup de flèche à gauche, coup de flèche à droite, Angèle. Hein. Je ne sais plus si on a répondu entre-temps. La dernière question, c'est combien de widgets max par page? Ouais. Alors, moi, je veux dire, tout dépend. C'est compliqué de répondre, mais par exemple, ça, c'est à l'intérieur, il va y avoir 3 widgets. Ici, il peut y en avoir 2. Tout dépend de la largeur de l'information qu'on veut délivrer. Si ça se trouve, la seule information d'overview, c'est une map. Et de toute façon, Looker Studio met une limite de 20 graphiques par page. Mais à raison. Et tant mieux, parce qu'en fait, on ne met pas plus de 20 graphiques dans une page. Donc, si je te donne une limite qui est un peu mathématique comme ça, c'est 20, mais jamais 20. Hein. C'est 10, moins de 10. Après, trop d'informations, l'utilisateur peut se perdre. Donc, le jeu, c'est mettre l'information macro, faire aller l'utilisateur vers des infos un peu plus exploratoires, le faire jouer ici. Par exemple, ici, on va avoir 1, 2, 3, 4 avec pourquoi pas des widgets d'objectifs, pourquoi pas un graphique, un tableau. Voilà. Moi, je suis sur une dizaine, je pense, à chaque fois. Ma vie. S'il faut garder en tête une limite, c'est ça. Tout à l'heure, voilà. Louis, tu parlais de 12 colonnes sur une page. Est-ce que ça peut être un repère? C'est pas le même sens. C'est pas le même sens. Tu peux mettre 12 mini widgets sur 12 colonnes. Oh, tu verras rien, mais tu peux mettre 12 mini widgets. Donc oui, un widget, on va dire, c'est peut-être 3 colonnes, mais tout dépend de la largeur du canevas. En fait, tout dépend vraiment de la configuration du thème. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Clément. Et sur la question d'Angèle qui te demandait effectivement qu'est-ce qu'un coup de flèche? Ouais,
Ouais, je disais ça juste avant, c'est donc coup de flèche du clavier. Un coup de flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. C'est quand je fais ceci, ceci. C'est ce que j'ai appelé, mais c'est quand je fais ceci avec les flèches du clavier. Mais là, on peut pas voir, mais en fait, je suis comme ça sur le clavier. Voilà. Je fais du air keyboard là. Et voilà pour ça. Louis, j'avais une réflexion sur ce tips numéro 6. On peut rajouter ce KPI sur cette page? Non. Je me dis que cette question, elle devrait pas se poser, ou en tout cas, d'une moindre mesure, lorsque tu fais un travail en amont au niveau de l'expression de besoin, qui va assez loin dans le storytelling, et du coup, derrière, tu dois pouvoir identifier le maximum possible le niveau d'information que tu veux avoir sur une interface, et après, que si tu veux approfondir, si c'est le même interlocuteur user qui doit approfondir, est-ce que c'est sur cette interface ou c'est sur un autre outil, etc., etc. Et du coup, limiter le plus possible le fameux nom, ou en tout cas, lorsqu'il y a un nom, c'est qu'il y a une explication forcément sur le point Le de départ. nom, Et le nom là ici, il n'est pas contre le client. Il est plutôt oui, pour le bien-être de l'utilisateur. Donc c'est pas un nom en mode je veux pas le mettre. C'est oui, je le rajouterai pas sur cette page, mais je vais le rajouter quelque part l'information. Et j'ai anticipé le fait de pouvoir rajouter des KPI potentiellement. Pourquoi? Parce que c'est bien aligné, il suffit, c'est bien catégorisé, c'est bien aligné. Je sais que je peux potentiellement encore réduire quelques éléments, oui, grignoter sur mes marges, même si c'est pas hyper voilà recommandé. Mais en fait, voilà, on peut jouer, on peut évidemment le faire, mais il faut se dire où est-ce que je le rajoute. C'est ça en fait la question. C'est pas oui, non, non, mais oui, certes, on peut le rajouter, mais pas sur cette page forcément, parce que cette page est déjà terminée. Après, il y a tous les feedbacks utilisateurs qui arrivent, etc. Bien c'est sûr, ça. c'est de l'itération. C'est tiens, j'aimerais cette information en plus, d'accord, mais elle est très deep dive. Est-ce que si je mets un bouton là, est-ce que tu pourras cliquer? Est-ce que c'est logique pour toi de cliquer dessus pour aller chercher l'information? Oui, non. Malheureusement, on ne peut pas sur Looker Studio, on n'a pas ce qu'on a beaucoup en web et dans les développeurs, dans les développements de dashboard aussi. En fait, c'est les données cachées par drop, ce qu'on appelle un accordéon. Donc, je clique sur une petite flèche et puis j'ai un espace qui s'ouvre comme ça avec un détail de KPI et puis je peux le refermer. Alors ça, le jour où il l'ajoute, on est encore mieux que jouer avec des paramètres pour changer les valeurs. Ok. Alors, concernant ta question, Frédéric, non, tu ne peux pas préciser la largeur. En revanche, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que si je fais un trait comme ça, ici, okay, ce trait, il a 24 pixels. Ensuite, je vais faire un deuxième trait. Ça, c'est dans la construction du dashboard. Hein. Celui-là, il est à 48. Celui-là, il est à 24 x 3, midi. Je te laisse réfléchir. Et donc, en fait, ici, si je fais un carré, je vais pouvoir lui donner la largeur. On voit ici, hein, on a 72. Bah, tiens, il y a la réponse. Hop, je lui donne la largeur 72. Donc, j'ai bien les grilles qui me disent ça, c'est 72. Ça, c'est 48. Ça, c'est 24. Donc, au début, je le faisais, c'est vrai. D'ailleurs, même, je pense que c'était un des premiers, c'est un des premiers où on faisait vraiment du design de Dash. Et je pense que j'avais dû le faire à l'époque. C'est de mettre ça sur les côtés, voilà, à l'extérieur, et de faire toutes les largeurs de traits. Alors là, on pinaille, hein, mais c'est vraiment pour avoir des gabarits qui permettent de définir telle ou telle largeur de widget. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais pour moi, c'est le seul moyen. Tu avais une question juste avant de Clément. Non, Est-ce que mais tu Clément, il peux a trop de montrer questions. Est-ce que tu peux montrer un exemple d'utilisation de boutons et comment on le paramètre dans Looker? Alors, ouais, utilisation de boutons. Je peux pas trop montrer d'exemple. Justement, j'ai pris des choses qui étaient un petit peu sans données.
Donc c'est ici. Par exemple, ici, j'ai un bouton que j'ai créé là, factice, hein. Donc ce bouton, c'est un bouton de properties. Donc on est sur le bouton là, on va créer ça. Et je vais le mettre en mode filtre. Et je vais définir le filtre de données que je veux. Alors, soit je crée un champ, je crée mes champs de filtre sur le côté, soit c'est issu d'un paramètre, en effet. Par exemple, moi j'aime bien faire, voilà, donc là j'ai des boutons ici. Si je veux afficher, je fais un add parameter, hop, add parameter. J'ai donc, je vais l'appeler button P, voilà, toujours underscore P parce que parfois on l'appelle de la même façon qu'un champ. Et du coup, underscore P, c'est bien comme ça, on sait que c'est le paramètre du champ. Je mets par défaut sur faux, toujours le mettre par défaut sur false, parce que si on le met sur vrai, qu'on clique ou qu'on clique pas sur le bouton, ce sera vrai. Donc, voilà, c'est le principe du bouton booléen. Celui-là. Celui-là, je vais l'ajouter en field. Voilà. Ici, il est par défaut pas cliqué, mais je peux le mettre par défaut cliqué. Je peux lui assigner un groupe. Un groupe, ça veut dire que ici, je suis dans le groupe 1. Ici, je suis dans le groupe 1. Donc, si je clique sur celui-là, celui-là va se décocher. OK, il va devenir faux, ce booléen. Ce booléen qui a un paramètre. Et je crée n'importe quel champ basé sur ce paramètre. Donc, if button p égale true, alors tu m'affiches button CA. Voilà. If button 2p égale true, alors tu affiches click. Et ça, c'est possible. Comme ça, on fait varier la valeur d'un champ. Ça répond à ta question. Donc, paramètres et add field, add calculated field. Je peux mettre un if, je peux mettre un case, bien sûr, si j'en ai plusieurs. When button p up égale true, then, bah, en fait, je peux mettre ce que je veux. Donc, je peux mettre engage session. Ici, je copie. Tac. When, je sais pas ce que j'ai comme paramètre. J'ai quoi de dispo? Exit green. Voilà. Then session. Hop. End. Voilà. Et puis là, je vais mettre le P KPI. Hop. Et là, il n'aime pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas un ball, évidemment. Il faudrait que je crée un deuxième booléen. Je vais juste faire comme ça pour l'instant. Voilà. Tac. Ici, je vais changer le nom. Je vais l'appeler button P ou je vais l'appeler engage session. Plutôt, parce que c'est ça que ça va créer. Hop, je le mets par défaut comme ça. Groupe 1, on voit qu'on est sur le contexte. J'affiche mon petit P KPI. OK, ici. Hop, je vais le faire juste comme ça. Voilà. Alors, ça c'est pareil. Hein, on peut pas mettre par-dessus un widget drag and drop comme ça. Hein. Ici, il y a no data parce que mon button P est à false, bien sûr. Et si je fais ça, bon, évidemment, il n'y a pas de engage session, super. Donc, effet démo, ça ne fonctionne pas. Mais c'est censé afficher les engage sessions. Voilà. Ça, c'est une utilisation très très simple du booléen. Et je pense que ça ne marche pas parce que je dois avoir un deuxième. Hop. C'est marrant ça. Voilà. Je dois avoir ça qui est en conflit. Tac. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc je suis ici. Hop. Hop. Tac. D'accord. Donc là, je peux afficher ce que je veux. Et donc, je peux faire varier si je veux contexte 1, contexte 2, contexte 3 en fonction. Sur tous les KPI. Si c'est date est compris entre janvier et mars, ça s'appliquera sur toute la page. Et d'ailleurs, tout le dashboard si c'est un report level. Voilà. Donc ça, c'est des petites astuces qui font que l'utilisateur se sentira bien mieux que s'il a plein d'infos. Ok. Une petite question pour finir de Frédéric sur comment tu as fait apparaître l'indication de la taille quand tu redimensionnes le widget. C'est automatique. Et après, ouais, vas-y. C'est automatique. C'est automatique. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le custom ici à changer pour si tu le vois pas.
c'est que là, tu as Smart Grid et Grid. Il se peut que ça vienne de là. Mais bon, normalement, Smart Grid, c'est bien, ça le fait. Et c'est automatique quand je redimensionne. Pardon, pour compléter. C'est automatique quand je redimensionne un élément. C'est là, et puis là, je prends, je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. Donc là, on voit que les deux sont de la même largeur. Et d'ailleurs, après, je peux les aligner avec mon coup de flèche, le fameux coup de flèche, Angel. Voilà. Et là, je peux les aligner comme ça. Hop, ils ont 24 pixels d'écart. OK. Ok. Il nous reste très peu de minutes, on est déjà en retard. Ouais, Je te propose on est en de retard. finir et je garde les questions là qui passent pour la fin. Ça marche. Alors, de toute façon, il me reste pas grand-chose. Juste pour terminer sur cette partie, parce que c'est vraiment ce qui va un peu upgrader un Dash, c'est que voilà, on a des boutons, on met des boutons de navigation, on split en plusieurs pages, plutôt que avoir, je l'avais fait, je sais pas pourquoi je l'ai plus, mais en fait, il y a une slide qui me montrait, plutôt que d'avoir une seule page de dashboard. Okay, on split, on met des boutons de navigation, on met des boutons de contexte, de filtre, de changement de filtre, etc. Ensuite, il y a par rapport aux mesures camp, j'ai rajouté 2 slides, parce que une slide ce matin à 9 h et cette slide-là aussi hier, parce que je trouvais ça important. Don't over design. Au début, c'est marrant, c'était un des premiers dash que j'avais fait aussi avec Nest. Je me disais, mais c'est super, je vais faire un design de fou avec des lignes obliques, puis alors des ombres portées, ça va être génial, tout ça. Et puis évidemment, l'information. Mais en fait, je fais passer le design avant l'information, ce qui n'est pas forcément une bonne chose également. Les lignes obliques, les images dans un dashboard, c'est nul. Avoir une image qui fait 1920 pixels, elle va pixeliser quoi qu'il arrive à un moment. Donc, c'est vraiment un avis perso. Après, en travaillant les choses, ça peut être intéressant, mais c'est une grosse contrainte parce que si un jour, avec la même image, on fait un 1632 pixels, on la réduit, ça n'a pas la même ligne oblique, etc. Donc ça, c'est des images qui me permettent de faire des lignes obliques comme ça. Et c'est cool, c'est joli, tout ça. Mais en fait, l'information, on voit très bien, elle ne ressort pas. D'ailleurs, ça n'a pas été mis à jour depuis 3 ans, mais elle ne ressort pas. Et donc, il ne faut pas over-design. Voilà, ça c'est hyper important. Passer 3 heures juste pour faire une ligne oblique n'a absolument aucun intérêt. Je dis de source sûre, parce que je l'ai fait. Et ici, ça c'est la 8e, mais en fait c'est plutôt un petit coup de gueule encore parce que Looker Studio, pour ceux qui savent, on release en preview Gemini. C'est-à-dire, c'est un peu depuis ce matin, j'ai accès à ça. Et vous aussi, vous pouvez avoir accès si vous avez un Looker Studio Pro. Voilà. Donc en fait, on se retrouve avec une largeur de 1920 à l'époque, c'est-à-dire hier. Et maintenant, il nous rogne un tout petit peu plus le Canva avec Gemini. Par défaut, ouvert. On peut le fermer, mais par défaut, c'est ouvert. Donc, on regarde ici. Pardon, j'étais dessus. Voilà. Ici, on voit qu'on a Gemini là. Alors, certes, c'est super. Alors déjà, en plus, si je suis en auto-hide, je ne peux pas cliquer dessus. C'est pour dire, parfois, voilà, tout n'est pas pensé pour ça. Et évidemment, là, j'ai la génération de slides côté utilisateur. Mais je l'ai aussi côté évidemment, ici, c'est un panel édition. Okay, mais je l'ai aussi côté utilisateur. Et là, c'est 77 pixels de moins encore sur le Canva. Ce qui fait que ça réduit d'autant plus de façon scalable, parce qu'on a vu que la responsivité était scalable, la taille de typo, par exemple. Et donc, on va devoir se poser la question de ce truc-là sur le côté. Mais en fait, je l'ai activé, j'ai Mini, mais je ne vais pas l'activer. Parce que ça me saoule sur chaque dashboard que je vais faire d'avoir ce petit truc. Donc, je désactive. C'est marketing, ça veut dire utilisez-le s'il vous plaît. Donc, pour de l'analyse, c'est bien. D'ailleurs, ça permet de générer des slides, etc. Donc, ça, c'est cool. Je suis en train de tester ça. Mais ça rogne encore plus. Si là, on parle uniquement de design, du design, ça rogne un petit peu plus encore de 78 pixels, 78 sur la largeur du Canva. Voilà. Donc ça, j'ai découvert ça ce matin. J'ai fait OK, il faut absolument que
que je rajoute cette slide pour. Et je crois que c'est bon. Yes. Ben oui, j'ai terminé. Super. Donc utilisez les flèches de Bravo. clavier surtout. Hein. Voilà. Donc, deux petites questions. Donc, c'est Niels qui te pose la question, comment analyser les conflits pour des bugs? Et Florian, est-il possible de faire le même type de dashboard sans la version pro? Alors, oui, pour répondre sur la version pro permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, mais pas d'UI design, hein, clairement pas, ou du X. Permet par exemple d'avoir l'auto-refresh. D'accord? Ça, c'est la version pro qui permet de se dire, j'auto-refresh Unnest GA4 automatiquement. Ma data source GA4. Pour faire du temps réel, c'est bien. Voilà. Donc, il y a des fonctionnalités comme ça assez avancées d'usage qui ne sont pas possibles sur la version pro. Les exports aussi. Les schedule delivery, il me semble que sans la version pro, on n'a pas le multi-schedule. Donc, je fais send now, voilà, enfin même pas save. D'ailleurs, voilà, et je peux faire un new schedule, voilà, save. Et puis ici, je peux encore faire un new schedule. Donc là, en fait, j'ai droit à plusieurs schedules, alors que sur la version non pro, j'ai pas besoin de schedule. Okay, donc c'est plutôt ça. Je ne vois pas de fonctionnalités de design pur qui sont relatifs à la version pro Okay. de mémoire. Ok. Et la question de Niels, c'est comment analyser les conflits pour des bugs? Alors, j'ai pas compris. Les conflits de. Attends, peut-être que Niels peut. Ouais, il est en train de compléter. Des bugs de quoi? Ouais. En attendant que Niels complète, si vous avez envie de creuser sur des sujets autour du dashboarding, de Looker, qui pourraient être des thèmes de webinaire, n'hésitez pas à envoyer vos questions à Louis, louis.dubruel@unnest.co. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire avec grand plaisir, parce que je crois que Louis a pris plaisir aujourd'hui à ce webinaire. C'était N'est-ce super. pas, Louis? Grâce à toi. Bien sûr. En rapport Alors, avec en rapport l'exemple. avec l'exemple sur les boutons. Ah bah, tu t'en aperçois très vite parce que si tu as deux boutons qui sont pas dans le même groupe, alors il y a des bugs. Hein, quand tu mets à jour un bouton, il sort du groupe. C'est-à-dire qu'il faut reconfigurer le groupe 1 si tu as configuré un groupe 1. Mais tu vois très bien que si tu cliques sur le bouton et que la donnée s'affiche pas, ton comportement il est pas bon. Donc en fait c'est tout. C'est il y a un bug. Et pour débugger, bah il faut ouvrir l'édition de chaque bouton, voir est-ce que c'est pas une histoire de groupe, une histoire de booléen qui est mal géré, la condition n'est pas la bonne, par exemple. Tes conditions sont en conflit. C'est comparer les champs comme si c'était sur la même vise ou sur le même tableau. Hein, tu vois, peut-être mettre un tableau, mettre ces champs-là en colonne et voir quels sont les groupements de champs qui existent. Voilà, il y a quelques choses comme ça. Ah, mais ouais, mais moi aussi, hein, Pierre, hâte de tester tout ça. On va surtout faire Ce qui est hyper intéressant avec Gemini, c'est l'automatisation des slides pour la data analyse, à savoir se dire, bah tiens, je mets ça sur des slides directement, chaque graphique, et puis après le data analyst, lui, il va pouvoir écrire ses commentaires. Alors les commentaires sont écrits automatiquement avec Gemini. Hein, dans les slides. Gemini écrit ses commentaires. C'est assez intéressant. Pour l'instant, j'ai testé une fois. On est au début, hein, mais personne d'autre le fait de mémoire. Je ne sais pas si Power BI le fait, mais pour le coup, c'est une petite avancée sympa pour les data analystes, je pense. Voilà, bon, on a terminé. Il n'y a plus de questions. J'ai l'impression que c'est bon. Est-ce qu'on a raté? Bon, Attends, il y a les une gens question. disent que tu as Ça, été moyen quand même. Hein. ça me coûterait combien si je veux faire un même dashboard? Ah, je sais pas, on est à Ah, combien, Mehdi? Je pense qu'on doit être à. Mon la TJ, même c'est quoi? dashboard que ce que tu as montré là? Mon TJM, c'est combien mon TJM, moi? Pas grand-chose, hein, tu es stagiaire de Ouais, toute façon. ouais, c'est Mais ça. si tu veux, Ouais, on en ça discute semblait, plus précisément pour comprendre ce que yes, Samy, à quoi tu penses exactement pour te donner un pricing ou en tout cas une fourchette. yes. Ok.
Ok, je Eh ben, de regarde. rien, de rien. Florian se Sans moi, sent moins stressé grâce à toi. Donc, tu as gagné ta non, mais journée, Louis, c'est super. c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est genre ne plus se poser de questions quand on design un Looker Studio, ce qui énerve Mm. tout le monde. Mais je le comprends très bien. Comme un Power BI Louis, d'ailleurs, hein, j'essaie d'appliquer ça aussi. Bon. Louis, deux choses. Le replay, donc, évidemment, tout le monde a accès au replay, tous les Oui, inscrits. alors Et également, ouais, vas-y. ouais, ouais, ça a été enregistré, donc tout le monde aura accès, on pourra le diffuser, ouais. Ok. Et l'autre chose, est-ce que le doc est disponible? Est-ce que tu peux partager les 8 points d'ailleurs, parce que tu en as rajouté un huitième. Tu pourrais peut-être une petite synthèse des 8 points Ah pour tous bah, ceux je qui peux le veulent. partager les slides, Ok, super. aucun souci, parce que j'ai Ok, anonymisé les données normalement. voilà. Après, voilà, les démos sur les deux Dash, bon, ce sera dans le replay, et puis voilà. Voilà, Ok, super. bon bah trop bien. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Louis, tu as été formidable, bravo. Et Merci, je c'est vous gentil, souhaite à Mehdi. tous un très bel été et une bonne journée. Salut, ciao, ciao. Ciao, salut. Je termine l'événement.